Le silence se fit dans la salle tandis que la lumière bleue de l'hologramme vacillait au centre de la salle des Nations Unies. La commandante Elisa Martinez agrippa le bord de son siège, les jointures blanchissant. Le visage extraterrestre projeté semblait presque s'ennuyer tandis qu'il annonçait une nouvelle qui allait changer le destin de l'humanité. « Le vote est terminé », déclara le représentant extraterrestre, sa voix traduite dans un anglais monocorde et dénué d'émotion. La Terre sera coupée de toute activité, commerce et communication galactique. Vous disposez de 6 mois galactiques standards pour cesser toute activité au-delà de votre système solaire. Elisa parcourut la salle du regard. 200 dirigeants mondiaux et commandants militaires restèrent assis dans un silence stupéfait. 50 années de tentatives d'intégration dans la communauté galactique s'étaient terminées ainsi, par une simple annonce. La Terre n'était plus la bienvenue. Pour quelles raisons? Demanda le secrétaire général de l'ONU d'une voix à peine assurée. Les 6 yeux de l'extraterrestre clignèrent successivement. Le compte rendu officiel fait état d'une incompatibilité culturelle persistante et de comportements imprévisibles. Le vote fut approuvé par 97% des membres du Conseil. Elisa remarqua que l'amiral William Carter et la directrice Patricia Alvarez échangeaient un rapide regard à travers la pièce. Leurs visages n'exprimaient aucune surprise, seulement une détermination farouche. Ils s'attendaient à ce que ce jour arrive. L'hologramme continua. Votre espèce sera autorisée à conserver sa planète d'origine et son système solaire immédiat. Tout humain découvert au-delà de ses limites après le délai de grâce sera immédiatement placé en détention. Et si nous refusons ces conditions? Demanda le secrétaire général. Les pièces buccales de l'alien s'enclenchèrent. Ces conditions seront alors appliquées par les flottes combinées du Conseil galactique. Espérons que nous n'en arriverons pas là. L'hologramme vacilla et disparut, plongeant la pièce dans l'obscurité pendant un instant, avant que les lumières ne s'allument automatiquement. Le chaos s'installa. Certains dirigeants hurlèrent de colère. D'autres entamèrent des conversations chuchotées et pressantes. Quelques-uns restèrent assis, sous le choc, à fixer l'espace vide où se trouvait l'hologramme. Belisa se fraya un chemin à travers la foule vers l'amiral Carter, qui se dirigeait déjà vers la sortie avec le directeur Alvarez. « On savait que ça allait arriver », dit Elisa en les rejoignant dans le couloir. Carter hocha la tête. « Nous captons des signaux depuis des mois. Le Conseil nous craint depuis que nous avons développé la nouvelle technologie de propulsion. Ce n'est pas seulement la technologie, ajouta Alvarez. C'est la rapidité avec laquelle nous nous adaptons, la rapidité avec laquelle nous résolvons les problèmes. Nous les rendons nerveux. Alors que faisons-nous? Demanda Delissa. Se battre? On ne peut pas gagner contre le Conseil tout entier. Carter secoua la tête. Non, nous faisons ce que les humains ont toujours fait face à des voisins hostiles. Il baissa la voix. Nous partons. Alvarez appuya sa paume contre un scanner dissimulé au mur. La porte dérobée s'ouvrit, révélant un centre de commandement sécurisé où des dizaines d'officiers étaient déjà à l'œuvre. « Bienvenue à l'opération Exode, commandant Martinez », dit Alvarez. « L'opération Exode a commencé comme un plan d'urgence il y a 5 ans. Maintenant, c'est notre salut. » L'écran mural montrait des milliers de plans de vaisseaux spatiaux, des tableaux d'allocation des ressources et des cartes du ciel, avec d'innombrables itinéraires marqués en rouge. « Nous construisons discrètement des vaisseaux coloniaux depuis des années », expliqua Carter. Des usines cachées dans la ceinture d'astéroïdes, des installations sous-marines sur Terre, des bases sur la face cachée de la Lune. « Combien de vaisseaux ?» demanda Elisa, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Assez pour tout le monde », répondit Alvarez. « Tous les humains qui veulent partir. » « Mais où irons-nous? Le Conseil contrôle la majeure partie de la galaxie connue. » Carter sourit pour la première fois. « La plupart n'est pas tout. La galaxie est plus vaste qu'il ne le pense. Nous cartographions des régions inexplorées depuis des décennies. Le Conseil s'attend à ce que nous supplions, que nous combattions ou que nous nous rendions, dit Alvarez. Ils ne s'attendent pas à ce que nous disparaissions purement et simplement. Elisa étudia les cartes stellaires.
Combien de temps avant d'être prêts? Les premiers vaisseaux partiront la semaine prochaine, dit Carter. Nous déplaçons du personnel et des ressources clés depuis des mois. Le Conseil pense nous avoir donné 6 mois pour réduire nos opérations. Nous serons partis dans 4 mois. Et la Terre? Demanda Eliza. Le visage d'Alvarez se durcit. Nous la laissons propre et vide. Un reproche silencieux à ceux qui nous ont rejetés. Eliza prit une grande inspiration. Alors nous devrions nous mettre au travail. 8 milliards de personnes refusent de bouger. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil se couchait sur New York. Ses habitants vaquaient à leurs occupations du soir, ignorant encore qu'ils allaient bientôt élire domicile parmi les étoiles. Le lieutenant George Blackwell se tenait à la grande fenêtre de la plateforme d'observation. Observant la Terre rapetissée au loin. Vu d'ici, la planète bleue paraissait paisible, ses océans et ses nuages masquant l'évacuation massive en cours à sa surface. 6 mois s'étaient écoulés depuis la décision du Conseil galactique, et l'humanité avait déjà disparu. « Magnifique, n'est-ce pas ?» dit une voix à côté de lui. George se retourna et vit une femme d'un certain âge en civil. Son badge indiquait Dr. Laura Reed, division agricole. « C'est George », acquiesça-t-il. « Je n'aurais jamais cru le voir ainsi, rétrécir au lieu de grandir. » L'immense vaisseau Colonial Horizon transportait plus de 100 000 personnes. Ce n'était qu'un des milliers de vaisseaux quittant la Terre lors de ce que l'on appelle aujourd'hui le Grand Départ. Certains se dirigeaient vers les confins de la galaxie, d'autres vers des régions inexplorées sous le plan galactique. L'horizon se dirigeait vers un système stellaire proche de ce que les humains appelaient le bras de Persée, loin de l'espace du Conseil. « As-tu eu des nouvelles des extraterrestres ?» demanda Laura. George secoua la tête. Ils sont désorientés. Leur poste d'observation signale que les villes se vident, mais ils ne comprennent pas où tout le monde va. Nos vaisseaux utilisent que les nouveaux moteurs furtifs. Ils ne peuvent plus nous suivre une fois que nous avons dépassé le système solaire. Une annonce retentit dans les haut-parleurs. Tous les passagers sont priés de se présenter en salle d'orientation numéro 3 pour un briefing planétaire. Arrivée dans le système de New Haven prévu dans 6 mois standards. La plateforme d'observation commença à se vider tandis que les gens se dirigeaient vers leurs zones assignées. George resta là, jetant un dernier regard sur la Terre. Sa famille vivait à Boston depuis des générations. Désormais, l'histoire n'était plus qu'un souvenir et quelques photos numériques sur son appareil personnel. Le lieutenant Blackwell arriva au poste de commandement. Son unité de communication vibra. 5 minutes plus tard, George entra dans le centre de contrôle du vaisseau. Le capitaine Nancy Wilson examinait les données sur l'écran principal. « Vous m'avez appelé, capitaine ?» demanda George. « Oui, nous venons de recevoir une dernière mise à jour du commandement terrestre, » dit-elle. « Les derniers vaisseaux partiront dans 3 jours. L'opération Exodus se déroule comme prévu. »« Aïe aïe. »« Et le conseil ?» demanda George. Nancy sourit, toujours en train de débattre de la mise en œuvre de la quarantaine. Ils formèrent 3 comités distincts pour discuter des protocoles d'application. Ils ignorent que nous sommes déjà partis. La porte s'ouvrit et l'ingénieur en chef Frank Porter entra, une tablette à la main. Son expression était sérieuse. « Capitaine, tous les systèmes du navire fonctionnent à leur niveau optimal, mais je m'inquiète pour nos approvisionnements à long terme, » dit-il. « Quel est le problème ?» demanda Nancy. « Rien pour l'instant, » répondit Frank. « Mais d'après ses calculs, nous devrons faire une halte pour nous ravitailler avant d'atteindre New Haven. Il y a un petit système stellaire ici. » Il désigna un point sur la carte stellaire. « Inhabité, mais riche en minéraux dont nous aurons besoin. » Nancy étudia la carte. « Combien de temps une escale nous retarderait-elle ?»« 2 semaines tout au plus, » dit Frank. Mais nous serions entièrement ravitaillés pour le reste du voyage. Nancy hocha la tête. Faites les ajustements de cap nécessaires. J'informerai les passagers du léger retard. George observa l'immense écran affichant tous les vaisseaux humains connus. Des milliers de petits points s'éparpillaient dans toutes les directions depuis la Terre, comme des graines semées par un fermier. « C'est incroyable, » dit George d'une voix douce. « En seulement 6 mois,
Nous avons déplacé presque toute l'humanité. Le visage de Nancy devint sérieux. Le Conseil pensait nous punir en nous coupant de leur précieuse communauté galactique. Au lieu de cela, ils nous ont laissés libres de tracer notre propre chemin. Crois-tu qu'ils essaieront de nous arrêter quand ils comprendront ce qui se passe? Demanda George. Le temps qu'ils s'en rendent compte, il sera trop tard, répondit Nancy. De toute façon, ils ont voté pour nous tenir éloignés d'eux. Nous sommes simplement très rigoureux. Sur Terre, les dernières villes humaines étaient systématiquement vidées. Les gens ne prenaient que ce qu'ils pouvaient emporter, laissant derrière eux des bâtiments propres et vides. Aucun message, aucun acte de vandalisme, aucun signe de colère. Juste des rues désertes et des bâtiments silencieux, de plus en plus froids à l'approche de l'hiver sur une planète sans humains pour le remarquer. Dans la salle du Conseil, les délégués continuaient de débattre, ignorant que l'espèce qu'ils avaient votée pour contenir se répandait déjà dans toute la galaxie, aussi silencieuse qu'un murmure dans l'obscurité. 5 ans s'étaient écoulés depuis le grand départ. Sophie Ramirez était assise dans son centre de communication sur la planète New Haven, entourée d'écrans diffusant des messages provenant de colonies humaines de toute la galaxie. Ancienne experte en communication de premier plan sur Terre, elle coordonnait désormais le vaste réseau qui maintenait l'humanité connectée malgré les distances énormes entre les colonies. Un message du groupe Orion interpella son assistant, Alan Roberts. Ils avaient établi avec succès leur 3e colonie, dont la population s'élevait à 6000 habitants, et continuait d'augmenter. Sophia hocha la tête et annonça la mise à jour sur sa carte du ciel. L'écran montrait des milliers de points verts, chacun représentant la colonie humaine. Contrairement aux autres espèces qui s'installaient en groupes serrés, les humains s'étaient largement répandus. Certains se sont rendus dans les champs d'étoiles denses, proches du noyau galactique. D'autres se sont aventurés vers les bras spiraux extérieurs, où les étoiles étaient plus éloignées les unes des autres. Quelques courageux ont même voyagé perpendiculairement au plan galactique, dans des régions qu'aucune espèce du Conseil n'avait jamais explorées. Combien de colonies cela représente-t-il maintenant? Demanda Sophia. Alan a vérifié ces données. Un peu plus de 3000 colonies confirmées. Probablement quelques centaines d'autres dont nous n'avons pas encore eu de nouvelles. Et toujours aucun contact du Conseil. Aucun? Répondit Alan. Nos postes d'écoute près de l'espace Conseil captent leur communication, mais ils sont encore confus. Ils ont envoyé des équipes de recherche dans quelques systèmes, mais nos colonies sont soit trop bien cachées, soit trop éloignées pour qu'ils puissent les trouver. Sophia sourit. Chaque colonie humaine suivait son propre chemin de développement, mais toutes partageaient une règle importante: maintenir un silence radio absolu face à l'espace du Conseil. Les humains ne s'étaient pas cachés par peur. Ils ne considéraient tout simplement plus le Conseil comme un enjeu pour leur avenir. La porte du centre de communication s'ouvrit, le Conseil étant concerné par leur avenir. Le gouverneur Stephen Jackson entra. Il semblait fatigué mais satisfait. Les nouvelles sections souterraines de la ville étaient terminées, annonça-t-il. 10 000 personnes supplémentaires pourront emménager la semaine prochaine. New Haven était l'une des plus grandes colonies humaines, avec près d'1 million d'habitants. La ville entière était construite sous terre, invisible depuis l'orbite. Depuis l'espace, la planète semblait inhabitée. Juste des montagnes, des forêts et des océans. Les vaisseaux éclaireurs du Conseil étaient déjà passés 2 fois sans rien remarquer d'inhabité. « Des nouvelles de la division de recherche ?» demanda Sophia. Steven acquiesça. Ils ont fait une avancée majeure avec le nouveau système de propulsion. Les navires peuvent désormais voyager 3 fois plus vite qu'avant. Nous partageons les plans avec toutes les colonies. Le Conseil serait terrifié s'il savait à quelle vitesse nous avançons, dit Alan. Le Conseil ne nous concerne plus, répondit Steven. Nous les avons dépassés. Une jeune femme se précipita dans la pièce, le visage excité. Gouverneur, les premiers bébés nés à New Haven sont arrivés. Des jumeaux, un garçon et une fille. Le visage de Steven s'illumina.
le début de la première véritable génération de New Haven. Comment s'appelle-t-il? Daniel et Nickel Parker. La femme répondit, tous deux en bonne santé et forts. Safia retourna à ses écrans tandis que les autres célébraient. Un message urgent venait d'arriver d'une colonie lointaine proche du noyau galactique. Gouverneur, appela-t-elle. La colonie minière de HD 187-298 signale avoir découvert quelque chose d'inhabituel. Les ruines d'une civilisation extraterrestre inconnue, bien plus ancienne que toutes les espèces du Conseil. Steven la rejoignit rapidement à l'écran. En sont-ils sûrs? Oui. Les ruines renferment une technologie bien plus avancée que tout ce que possède le Conseil. Et il y a autre chose. Elle marqua une pause, poursuivant sa lecture. Les ruines contiennent des écritures qui semblent proches des anciennes langues terriennes. Le silence se fit tandis qu'ils examinaient les implications. Nous ne sommes peut-être pas les premiers humains à atteindre les étoiles, dit Steven d'une voix calme. Si ces découvertes se confirment, cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur notre histoire, répondit Safia. À cet instant, ils comprirent que quitter la Terre était peut-être plus qu'une simple évasion du Conseil. C'était peut-être la première étape d'un voyage vers les véritables origines de l'humanité parmi les étoiles. À travers la galaxie, dans des milliers de nouveaux foyers, les humains continuaient de construire, d'explorer et de grandir. Libérée des règles et des limitations du Conseil, l'humanité commençait à découvrir son véritable potentiel, et peut-être aussi son véritable passé. Le scientifique céruléen Scatar avançait prudemment dans la vallée déserte de la planète inhabitée. Quelque chose clochait. 6 mois plus tôt, cette vallée était restée intacte, vierge. Le sol présentait désormais des traces évidentes d'exploitation minière intensive, mais il n'y avait ni équipement, ni bâtiment, ni déchets, juste les coupes nettes dans la paroi rocheuse où quelque chose ou quelqu'un avait extrait de grandes quantités de minéraux précieux. « Enregistrez-vous cela ?» demanda Scatar à son assistant. « Oui, professeur », répondit le jeune Xérilian. « Mais je ne comprends pas. Les archives du Conseil ne font état d'aucune exploitation minière autorisée dans ce secteur. » Scatar toucha la paroi rocheuse, sentant la surface lisse et découpée. « Ce ne sont pas des formations naturelles, il y avait quelque chose ici. » De retour à bord de leur vaisseau de recherche, Scatar examina des rapports similaires provenant maintenant de toute la galaxie. Un champ d'astéroïdes dans le système de Dendron, complètement dépourvu de métaux rares. Un avant-poste abandonné sur la Lune d'une géante gazeuse, montrant des signes évidents de technologie humaine. Un réseau de tunnels sur une planète gelée, près de la frontière de l'espace du Conseil, des tunnels qui n'existaient pas lors de la dernière étude. Ce sont les humains, dit finalement Scatar. Ils n'ont pas simplement quitté leur planète, ils rassemblent des ressources. La chambre du Conseil était en émoi. 20 ans s'étaient écoulés depuis la mise en quarantaine de la Terre, et les humains semblaient avoir disparu. Des preuves de leurs activités faisaient surface à travers la galaxie. Félonia, l'enquêtrice du Conseil, une grande créature à la peau bleue venue d'un monde aquatique, se tenait calmement devant les délégués en colère. « Les preuves sont claires, dit-elle. Les humains ont établi des opérations dans tout l'espace du Conseil et au-delà. Ils exploitent, construisent et explorent à une échelle jamais vue auparavant. Comment est-ce possible? Demanda le représentant de Vargan. Nos patrouilles auraient dû les détecter. Les humains ont développé une technologie furtive dépassant les capacités de nos capteurs. Expliqua Philonia. Ils vont et viennent comme des fantômes, emportant ce dont ils ont besoin et disparaissant. Que construisent-ils? Demanda le chef du conseil. Philonia a montré des images holographiques des sites miniers. Compte tenu des types et des quantités de ressources qu'ils collectent, ils construisent quelque chose d'énorme. Quelque chose qui nécessite d'énormes quantités de métaux rares et de matériaux conducteurs d'énergie. Une arme, a suggéré un délégué nerveux. Inconnu, a répondu Philonia. Mais l'ampleur est sans précédent. Il ne s'agit pas seulement de construire des vaisseaux ou des stations.
Il s'agit de quelque chose de bien plus vaste. Sur la planète colonie humaine de New Horizon, le scientifique en chef Peter Martinez a supervisé l'assemblage final du prototype. L'imposante structure annulaire flottait dans l'espace au-dessus de la planète, mesurant près de 20 km de diamètre. Les systèmes d'alimentation étaient à 98%, a rapporté son assistante, Linda Hall. Les stabilisateurs de champ quantique se maintenaient stables. Peter hocha la tête, les yeux fixés sur l'écran. 20 ans de recherche et développement avaient conduit à ce moment. Si cela fonctionnait, l'humanité ferait un bond en avant inimaginable pour l'espèce du Conseil. Commencez la séquence de tests, ordonna-t-il. L'anneau géant se mit à briller d'une énergie bleue. En son centre, l'espace lui-même semblait onduler et se replier. Le champ est stable, annonça Linda, en voyant maintenant la sonde de test. Un petit vaisseau sans pilote se dirigea vers le centre de l'anneau. Arrivé dans la zone ondulante, il disparut soudainement. La salle de contrôle resta silencieuse pendant 10 longues secondes. La sonde est arrivée aux coordonnées de la cible, annonça finalement Linda, la voix tremblante d'excitation. Temps de transit. 0,3 secondes. Peter ferma les yeux, soulagé. Ça avait fonctionné. La passerelle avait instantanément envoyé la sonde vers une autre colonie humaine, à 50 années-lumière. Un voyage qui aurait pris des semaines à un vaisseau conventionnel s'était déroulé en moins d'une seconde. « Envoyez le signal », dit Peter. « Dites à toutes les colonies de commencer la construction de leurs anneaux de passerelle. » Partout dans la galaxie, les colonies humaines reçurent le message. Le réseau qu'elles préparaient depuis 2 décennies pouvait désormais devenir réalité. Tandis que le Conseil s'inquiétait de ce que les humains étaient en train de construire, l'humanité avait déjà créé quelque chose qui la rendrait à jamais indépendante des voies spatiales traditionnelles. Un réseau de transport reliant instantanément tous les mondes humains, quelle que soit la distance. Le Conseil avait forcé l'humanité à partir. Désormais, les humains n'auraient plus besoin de revenir. Le vaisseau banalisé pénétra discrètement dans l'espace du Conseil, suivant les protocoles en vigueur. Sa conception simple ne laissait aucune trace de ses origines, mais la patrouille frontalière du Conseil s'approcha avec prudence. Aucun vaisseau non enregistré n'était autorisé dans ce secteur, et encore moins dans l'espace sacré de l'Assemblée galactique. « Vaisseau inconnu, identifiez-vous et précisez votre mission », demanda le capitaine de patrouille sur le canal de communication. Une voix humaine calme et âgée répondit. « Ici John Russell, ancien diplomate de la Terre. Je sollicite une audience auprès de l'Assemblée galactique. » Des alarmes retentirent dans toute la station du Conseil. En 30 ans, aucun humain n'avait officiellement pénétré dans l'espace du Conseil. L'apparition d'un humain, surtout d'un diplomate, provoqua une panique immédiate chez certaines espèces et une curiosité prudente chez d'autres. 6 heures plus tard, John Russell se tenait au centre de la salle de l'Assemblée galactique. Ses cheveux étaient blancs, son visage ridé par l'âge, mais il se tenait droit et digne. Il était l'un des rares humains vivants à se souvenir de la Terre comme de leur foyer. « Membre de l'Assemblée, » commença John, « je ne viens pas protester contre notre bannissement, ni demander son annulation. Je viens avec une invitation. » Des murmures parcoururent la salle. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. « Il y a 30 ans, vous avez voté pour exclure l'humanité des affaires galactiques. Nous avons accepté votre décision et sommes partis. Je représente désormais la diaspora terrienne, une coalition de mondes et de colonies humaines à travers la galaxie. » John activa un petit appareil. Une carte holographique apparut, montrant des milliers de points lumineux dispersés sur l'image galactique. « Ce sont des colonies humaines actuelles, » expliqua-t-il, « mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons rencontré d'autres espèces au-delà des frontières du Conseil, des espèces qui ont quitté le Conseil volontairement ou n'ont jamais été invitées à le rejoindre. » La carte changea, montrant des lumières colorées différentes mêlées aux colonies humaines. Ensemble, nous avons formé une nouvelle association de mondes.
Non pas un organe directeur comme votre conseil, mais une fédération souple fondée sur les principes de non-ingérence et de défense mutuelle. Le chef de l'Assemblée, un grand insectoïde, se pencha en avant. « Tu t'opposes au conseil, humain ?» John secoua la tête. « Non, nous n'avons aucun intérêt au conflit. Je suis ici simplement pour fournir des informations. Plusieurs anciennes races du Conseil ont déjà choisi de rejoindre notre fédération. D'autres ont ouvert des voies diplomatiques. Je laisse ces coordonnées à tous ceux qui souhaitent établir des relations avec nous. » Il déposa un petit cristal de données sur la plateforme devant lui. « C'est tout. Nous respectons vos frontières et exigeons la même chose en retour. » Alors que John se retournait pour partir, un délégué Vargan s'écria. « Attendez, comment appelez-vous votre fédération ?» John marqua une pause et sourit légèrement. « Nous l'appelons simplement la diaspora, un rassemblement de dispersés. » Sur son vaisseau, se préparant à quitter l'espace du Conseil, John rencontra son assistant, un jeune diplomate nommé Kevin Grant. « Pensez-vous qu'ils nous suivront ?» demanda Kevin. John observa le système de localisation. 3 vaisseaux du Conseil se préparaient déjà à suivre son vaisseau jusqu'aux coordonnées qu'il avait fournies. Bien sûr, la curiosité est universelle. Ils s'attendent à trouver un groupe de colonies humaines en difficulté, encore amères de leur bannissement. Ce qu'ils vont découvrir va bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur nous. Kevin a vérifié le système de communication du vaisseau. Nous avons reçu confirmation. La porte est prête pour notre retour. Devrions-nous l'utiliser ? John réfléchit un instant, puis hocha la tête. Oui, qu'ils voient ce que nous avons construit. Il est temps qu'ils comprennent que l'humanité n'a jamais eu besoin de leur permission pour prospérer parmi les étoiles. Tandis que les vaisseaux d'observation du Conseil observaient à distance, le vaisseau de John s'approcha de ce qui semblait être un espace vide. Soudain, une structure annulaire massive apparut, ses bords luisants d'énergie bleue. Le centre de l'anneau ondulait comme de l'eau, et le vaisseau de John s'avança vers elle. En un instant, le vaisseau humain disparut. Les observateurs du Conseil vérifièrent frénétiquement leurs instruments. Le vaisseau avait tout simplement disparu. Aucune signature énergétique, aucune trace de distorsion, rien n'indiquant où il était passé ni comment. L'un des capitaines du Conseil, stupéfait, rompit le silence. « Suivez-les. » Le vaisseau de tête hésita, puis s'élança vers l'inconnu. L'ère de l'isolement touchait à sa fin. Pour le meilleur ou pour le pire, l'humanité et le Conseil étaient sur le point de se reconnecter dans des conditions bien différentes. L'équipe d'enquête du Conseil débarqua sur ce qui semblait être une plateforme d'atterrissage normale. Le capitaine Jorl, chef d'équipe, s'attendait à trouver un petit groupe de colonies humaines en difficulté. Au lieu de cela, ils avaient émergé de la passerelle vers une immense station spatiale en orbite autour d'une planète bleu-vert. Des dizaines de vaisseaux de conception diverses évoluaient sans encombre dans l'espace environnant. « Bienvenue à Nouvelle-Alexandrie », dit une humaine qui attendait au bord de la plateforme. « Je suis l'agent de sécurité Lisa Henderson. Je serai votre guide pendant votre visite. » Jorl et son équipe la suivirent dans un vaste couloir lumineux, peuplé d'êtres de différentes espèces. Certains appartenaient à des races du Conseil, mais d'autres étaient totalement inconnus des enquêteurs. Cette station sert de plaque tournante pour 37 systèmes voisins, expliqua Lisa. La plupart sont des colonies humaines, mais 12 appartiennent à notre espèce partenaire. 37 systèmes connectés à ce seul pôle, demanda l'officier scientifique de Jorl, incrédule. Lisa hocha la tête. C'est l'un de nos plus petits pôles. Le nexus central relie directement plus de 200 systèmes. Elle les conduisit à une plateforme d'observation surplombant la planète en contrebas. Des villes brillaient le long des côtes et des vallées fluviales, leurs architectures ne ressemblant à aucune architecture municipale. « C'est New Alexandria Prime », dit Lisa, une ville de 8 millions d'habitants, fondée il y a 25 ans. « Comment est-ce possible ?» demanda Jorl. « Votre peuple a quitté la Terre avec rien d'autre que des vaisseaux coloniaux. » Lisa sourit.
Pas rien. Nous sommes partis avec notre esprit, notre détermination et notre liberté face aux restrictions du Conseil. Elle a activé un affichage mural montrant une carte de ce que les humains appelaient le réseau de la diaspora. Des milliers de systèmes étaient reliés par des lignes représentant le système Gateway. En vérité, Capitaine Joel, l'humanité n'a jamais eu l'intention de rejoindre la communauté galactique en tant que subordonnée. Nous explorions l'espace bien avant que le Conseil ne nous trouve. Comment ça? La Terre venait tout juste de réaliser un vol spatial élémentaire lorsque le Conseil a établi le contact, a dit un membre de l'équipe de Jorley. Des gouvernements terriens officiels? Oui, a confirmé Lisa. Mais certains groupes humains voyageaient déjà dans les étoiles depuis des générations. Le contact du Conseil n'a fait qu'accélérer nos plans. L'équipe de Jorl a échangé des regards inquiets. Cela contredisait tout ce qui était écrit dans les archives du Conseil. Lisa a poursuivi. Quand le Conseil a voté notre bannissement, il nous a rendu service. Au lieu de lutter contre la bureaucratie du Conseil, nous nous sommes concentrés sur la construction de quelque chose de nouveau. Elle les conduisit à un centre de transport où les gens montaient sur des plateformes et disparaissaient instantanément. Notre technologie de passerelle rend les voies hyperspatiales du Conseil obsolètes. Alors que vos vaisseaux les plus rapides mettent des semaines à traverser la galaxie, nous pouvons le faire en quelques secondes. Pourquoi nous montrez-vous cela? Demanda Jorl avec suspicion. N'avez-vous pas peur que nous fassions un rapport au Conseil? Nous comptons sur vous, répondit Lisa. Le temps du secret touche à sa fin. Nous voulons que le Conseil comprenne ce que nous avons construit. Elle les a conduits dans un centre diplomatique où des représentants de dizaines d'espèces ont discuté d'accords commerciaux et d'échanges scientifiques. La véritable raison de la propagation des humains n'était pas la peur, expliqua Lisa. C'était une question de stratégie. Nous avons établi des points de connexion à travers la galaxie, créant un réseau de transport reliant des mondes que le Conseil n'a jamais atteint ou négligé. Est-ce un défi à l'autorité du Conseil? Demanda Joel sans détour. Lisa secoua la tête. Pas un défi. Une alternative. La galaxie est suffisamment vaste pour que différentes approches puissent coexister. À la fin de leur visite, Joel comprit pleinement les implications de ce qu'il avait vu. L'humanité n'avait pas été affaiblie par leur bannissement. Elle l'avait utilisé pour construire quelque chose d'inédit. Votre conseil pensait contenir un problème, dit Lisa, alors qu'ils s'apprêtaient à partir. Au lieu de cela, ils nous ont libérés pour poursuivre notre propre vision de la société galactique. Une société sans les hiérarchies et les restrictions qui limitent l'espace du Conseil. Jorl examina les données collectées par son équipe. Cela allait choquer l'Assemblée. Les humains qu'ils avaient écartés comme fauteurs de troubles avaient créé un réseau florissant qui comprenait déjà plusieurs anciens mondes du Conseil. « À votre retour, dit Lisa, dites ceci à vos dirigeants. Nous n'avons pas quitté la communauté galactique. Nous en construisons une meilleure. » Alors que le vaisseau de Joril franchissait la porte du retour, il se demandait si le Conseil comprendrait ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. L'équilibre des pouvoirs était en train de changer, non pas par le conflit, mais par l'innovation. L'espèce qu'ils avaient bannie avait remodelé les étoiles pendant qu'ils ne regardaient pas. Les alarmes d'urgence résonnèrent dans la salle d'assemblée du Conseil. 50 ans s'étaient écoulés depuis que la Terre avait été vidée, et le Conseil faisait désormais face à sa première véritable menace existentielle. Les écrans holographiques montraient tant des scènes de destruction dans tout l'espace du Conseil. D'étranges vaisseaux cristallins traversaient des systèmes établis, engloutissant des mondes entiers. Ces entités à base de silicium avaient émergé des profondeurs de l'espace 6 mois auparavant, et les défenses du Conseil s'effondraient devant elles. La planète natale des Vargen était tombée, rapporta le coordinateur de la défense. 3 milliards de réfugiés fuyaient vers les systèmes voisins. Le chef de l'Assemblée observa la carte stratégique avec horreur. 4 mondes majeurs du Conseil avaient déjà été perdus. 6 autres étaient directement attaqués.
Les vaisseaux de guerre les plus puissants du Conseil s'étaient révélés inefficaces contre les vaisseaux de cristal. Nous n'avons pas le choix, dit finalement le chef. Nous devons tenter de contacter la diaspora humaine. Leur technologie de passerelle pourrait contribuer à l'évacuation des mondes menacés. Quelques heures plus tard, le système de communication le plus avancé du Conseil envoyait un message vers les coordonnées fournies par John Russell des années plus tôt. La réponse arriva presque immédiatement. Ici l'amiral Ryan Kennedy, commandant de la flotte de défense terrienne unie. Nous attendions votre appel. La salle de réunion se tut lorsqu'une image holographique apparut. Un homme vêtu d'un simple uniforme sombre se tenait devant eux, l'air sérieux mais sans amertume. « Vous vous y attendiez ?» demanda le chef. L'amiral Kennedy hocha la tête. « Nous traquons les entités cristallines depuis près de 15 ans. Nos postes d'observation répartis dans les régions inexplorées ont détecté leur approche depuis longtemps. Vous saviez que cette menace arrivait, et vous n'avez rien dit, » a exigé le représentant de Vargan, la voix tremblante de colère. « Nous avons tenté de vous avertir à 3 reprises. » Kennedy a répondu calmement. « À chaque fois, vos patrouilles frontalières ont repoussé nos messagers, invoquant les protocoles de bannissement. Les membres du Conseil ont échangé des regards gênés. Ces protocoles étaient strictement appliqués jusqu'à très récemment. « Pouvez-vous nous aider ?» demanda directement le chef. Kennedy observa longuement les membres du Conseil. « Oui, mais sous condition. La diaspora ouvrira ses portes pour évacuer les mondes menacés et déploiera nos flottes de défense pour contenir les entités cristal. En échange, le Conseil devra reconnaître officiellement la diaspora comme entité souveraine et révoquer définitivement le bannissement de la Terre. » Des murmures se sont répandus dans la salle. Certains y ont vu une extorsion, d'autres une demande raisonnable. De plus, a poursuivi Kennedy, toutes les ethnies actuellement sous la protection du Conseil auront le choix de rester au Conseil ou de rejoindre la diaspora. « C'est scandaleux !» a crié un délégué. « Vous utilisez cette crise pour dissoudre le Conseil. » Kennedy secoua la tête. « Nous offrons la liberté de choix, une chose que le Conseil a rarement offerte à ses membres. » Le chef leva la main pour réclamer le silence. « Quelle est l'efficacité de vos défenses contre ces entités? Nous avons perdu nos cuirassés les plus avancés sans grand impact. » En réponse, Kennedy transmit des images de la bataille montrant des vaisseaux de la diaspora s'en prendre aux vaisseaux de cristal. Les vaisseaux humains se déplaçaient à une vitesse incroyable, leurs armes provoquant la fragmentation et l'effondrement des structures cristallines. Nos déstabilisateurs quantiques ciblent la structure moléculaire unique des entités, expliqua Kennedy. Nous avons déjà défendu avec succès 12 systèmes. Le dirigeant s'entretint discrètement avec les délégués de haut rang. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Sans l'aide de la diaspora, des milliards de personnes supplémentaires mourraient. Nous acceptons vos conditions, dit finalement le dirigeant. Le bannissement de la Terre est par la présente révoqué. La diaspora sera reconnue comme une entité souveraine dans l'espace galactique. Kennedy acquiesça. Les coordonnées de la passerelle sont actuellement transmises à vos canaux d'urgence. Les vaisseaux d'évacuation arriveront dans l'heure. Nos flottes de défense sont déjà en mouvement pour engager les forces de cristal dans les secteurs de Procyon et de Sirius. À la fin de la transmission, un membre âgé du Conseil prit la parole à voix basse. « Il y a 50 ans, nous pensions contenir un danger en bannissant les humains. Au lieu de cela, nous aurions peut-être assuré notre propre survie. Dans tout l'espace du Conseil, d'immenses anneaux de portail apparurent. Des vaisseaux d'évacuation de la diaspora affluèrent, apportant l'espoir à des mondes menacés de destruction. Ce que le Conseil avait craint autrefois était devenu son salut. La grande expérience galactique entrait dans une nouvelle phase, non pas grâce à la planification minutieuse du Conseil, mais à la réaction inattendue de l'humanité face à ce rejet. La capitaine Natalie Hughes se tenait sur le pont du vaisseau terrien Réconciliation, alors qu'il entrait en orbite autour d'une planète bleu-vert. Sur Terre, 100 ans s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait quitté son berceau. Maintenant, ils rentraient chez eux. « C'est magnifique », dit son premier officier,
Eric Miller. Plus propre que sur les anciennes images, Nathalie hocha la tête. Un siècle sans industrie humaine avait permis à la Terre de guérir. Les forêts avaient repris possession des villes abandonnées. Les océans ont été débarrassés de la pollution. La faune a réintégré des zones longtemps dominées par l'homme. Les analyses préliminaires montrent que la qualité de l'air est meilleure qu'avant l'Exode, a rapporté Carol Green, responsable scientifique. Les niveaux de radiation sont normaux. La planète s'est remarquablement bien rétablie. À travers les hublots, Nathalie pouvait voir d'autres vaisseaux en orbite, des vaisseaux de 50 espèces différentes, anciens membres du Conseil et alliés de la diaspora. Aujourd'hui marquait la signature du Concordat galactique, un nouvel accord qui allait remodeler les relations dans l'espace connu. « Le transport est prêt, capitaine », dit Eric. « La délégation attend. » 30 minutes plus tard, Nathalie se tenait dans le parc partiellement restauré de l'ancien bâtiment des Nations Unies à New York. La végétation avait envahi une grande partie du bâtiment des Nations Unies à New York. La végétation avait envahi une grande partie de la structure, mais la salle de réunion principale avait été soigneusement restaurée pour la cérémonie d'aujourd'hui. Des représentants de tous les mondes participants y prirent place. Certains étaient d'anciens ennemis, d'autres des alliés de longue date. La crise de l'entité cristal avait été maîtrisée 3 ans plus tôt, grâce aux opérations conjointes du Conseil de la diaspora. Les deux groupes cherchaient désormais une solution plus durable à leur coexistence. L'ancien Jorl, ancien enquêteur du Conseil et aujourd'hui président de l'Assemblée, occupait le pupitre central. À ses côtés se tenait l'amiral Sam Rivera, actuel chef de la diaspora. Il y a 100 ans, commença Jorl, l'ancien Conseil prit une décision fondée sur la peur. Il considérait l'humanité comme une menace à contenir. Aujourd'hui, nous reconnaissons que c'était une erreur. L'amiral Rivera acquiesça. Et l'humanité aussi fit des choix. Plutôt que de lutter ou de supplier pour être incluse, nous avons tracé notre propre chemin parmi les étoiles. Les deux camps ont tiré de précieux enseignements. Ensemble, ils ont activé un écran holographique affichant le texte du Concordat galactique. Ces termes étaient simples mais révolutionnaires. La Terre deviendrait une zone diplomatique neutre, protégée et administrée conjointement par tous les signataires. L'ancien Conseil serait dissous, remplacé par une assemblée plus équitable où toutes les espèces seraient représentées sur un pied d'égalité. La technologie Gateway serait partagée, reliant tous les mondes, indépendamment de leur appartenance politique. Chaque monde conserverait ses propres lois et coutumes, mais un ensemble restreint de principes communs garantirait les droits fondamentaux de tous les êtres sensibles. Avec cet accord, a déclaré Joril, nous mettons fin à un siècle de division. Un à un, les représentants se sont approchés pour apposer leur signature ou un signe équivalent au document. Certains le firent avec empressement, d'autres à contre-cœur, mais tous reconnurent la nécessité du moment. À la fin de la cérémonie, Nathalie traversa le parc en compagnie d'un vieux diplomate humain nommé Daniel Parker, l'un des premiers enfants nés à New Haven après l'Exode. « Auriez-vous jamais cru voir la Terre ?» demanda Nathalie. Daniel sourit. « Je ne m'attendais pas à me retrouver sur cette planète natale. Mes parents me racontaient des histoires, mais je l'ai vue de mes propres yeux. » Il s'arrêta, toucha l'écorce d'un chêne qui avait poussé à travers ce qui était autrefois une place en béton. On avait l'impression de boucler un cercle. Près de l'entrée du site, des ouvriers installaient un simple monument. Une plaque de pierre polie portant les mots qui étaient devenus la devise officieuse de l'humanité pendant l'Exode. Nous n'avons pas attendu qu'on nous le demande à 2 fois. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Nathalie. « Maintenant, construisons quelque chose de meilleur, » répondit Daniel. « Pas seulement pour les humains, mais pour toutes les espèces. La galaxie pensait que se débarrasser de nous résoudrait ses problèmes. Au lieu de cela, elle a forcé chacun à trouver une meilleure solution. En orbite au-dessus d'eux, des vaisseaux venus de toute la galaxie se déplaçaient pacifiquement. Certains retournèrent sur leur planète d'origine grâce au nouveau réseau de passerelles. D'autres arrivèrent, accompagnés de représentants et d'observateurs supplémentaires,
pour assister à ce moment historique. Les étoiles avaient autrefois semblé une barrière, puis un refuge, et maintenant elles devenaient un foyer commun. L'histoire commencée par un rejet se terminait par quelque chose d'inattendu. Une véritable communauté de monde, fondée non sur la domination, mais sur le respect des différences et l'engagement pour un progrès mutuel. L'humanité avait été chassée. Elle est revenue non pas en conquérant, mais en architecte d'un nouvel ordre galactique.